Bonjour et bienvenue en direct de Bruxelles. Nous prenons le relais avec grand plaisir après Genève et avant Cayenne pour cet incroyable tour du monde de la francophonie. Une francophonie un peu particulière chez nous puisque vous le savez peut-être, le français cohabite en Belgique avec deux autres langues nationales. On va en parler, mais surtout, on va s'en amuser avec les invités qui vont se succéder sur ce plateau et certains que vous connaissez plus que probablement. Et les premiers sont déjà là. Cathy Melaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste cinéma à la RTBF et vous avez tenu à ce que l'un de vos coups de cœur, cinéma belge francophone, soit à vos côtés ou plutôt en face de vous. C'est le réalisateur Nabil Benyadir. Bonjour. Bonjour. À nos côtés aussi, Monsieur Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous du français de Belgique. Est-il vraiment si différent? J'avais dit que je ne le ferais pas, pardon. Mais ça fait rire Bruno Coppens et ça me fait très plaisir, évidemment, puisque Monsieur Coppens est un humoriste pour qui les mots français sont de véritables armes comiques. Merci d'être avec nous. Il y aura bien sûr aussi d'autres invités comme Philippe Gueluc, Arnaud, encore Michael Gillon, qui est ni plus ni moins un découvreur de nouvelles planètes. Cathy, galanterie oblige, je me tourne vers vous en premier. Alors pourquoi avoir choisi Nabil Benyadir comme coup de cœur dans cette émission spéciale francophonie belge? Eh bien, Nabil Benyadir est réalisateur et son travail ne correspond pas forcément aux clichés habituels qu'on a sur le cinéma belge, qui serait du cinéma social, du cinéma triste, du cinéma gris. La preuve en 3 films, puisque Nabil a réalisé 3 longs métrages. Il y a d'abord eu Les Barons. Les fameux Barons. Grand succès auprès du grand public. Et ça, c'est assez rare dans le cinéma belge, il faut dire. Une comédie. Il y a eu La Marche, un projet encore plus ambitieux, historique, engagé avec Jamel Debbouze. Et enfin, Angle mort, ça c'est mon film préféré. Pourquoi ? Parce que c'est un thriller qui ressemble à un thriller anglo-saxon, mais tourné à la fois en français et en néerlandais. C'est très rare chez nous. Et puis Nabil n'a pas sa langue en poche. Pour moi, c'est l'invité parfait. Et d'ailleurs, on va pouvoir le constater tout à l'heure. On va revenir à vous deux, Cathy et Nabil, tout à l'heure. Mais d'abord, on commence avec une petite page d'humour. Avec vous, Bruno Coppens. Oui. L'humour est évidemment une bonne façon de véhiculer la langue française. Vous n'allez pas me contredire. Les mots sont votre terrain de jeu. Pourquoi cet amour des mots et en particulier des mots en français ? Vous avez dit au début qu'en Belgique, il y avait plusieurs langues. Et c'est vrai que moi, je suis un vrai Belge, dans le sens où mon père est francophone, ma mère néerlandophone. Donc à la maison, ma langue maternelle, c'était bizarre. Parce qu'elle me parlait en français et en néerlandais au téléphone à sa mère, à elle. Et le pire, c'est que ma mère traduisait littéralement les expressions flamandes. Ça, c'est mortel. C'est le syndrome ciel mon mari. Vous dites à un Anglais Sky my husband, il demande de quoi vous parlez. Hein. Ou si vous dites filer à l'anglaise, on traduit ça comment ? Brexit. Brexit, ah, oui, d'accord, ça, oui, voilà. Donc voilà, je comprenais qu'un mot sur deux. Et moi, ça m'amusait, ce côté mystérieux. C'est que la langue française, ma langue maternelle, n'était pas innée, mais inédite. Et alors le truc, la révélation, ça a 4-5 ans. Quand on vous a raconté Chaperon rouge, Élodie. Oui. Quand on vous a J'avais dit peur. tirer la chevillette, la bobinette, cher rat. Dites-moi sincèrement, à quel âge vous avez compris le verbe cher rat ? Toujours pas compris, à vrai dire. On vous racontera ça hors antenne. Et donc voilà, mais c'est ça qui est génial, une langue qui ne se livre pas toute seule, qu'il faut un peu chercher, apprivoiser, séduire. Depuis lors, je joue avec les mots, depuis tout le temps. Ce qui fait sa richesse, bien évidemment. Et beaucoup de Belges sont dans votre situation, avec évidemment plusieurs langues à la maison. Vous nous faites un cadeau aujourd'hui, Bruno Coppens, pour cette occasion d'un sketch inédit, votre vision de la francophonie belge. Ça Écoutez, promet. la langue française, c'est une cougar. Donc Ça une commence dame bien. déjà un peu à cheval sur la grammaire et la syntaxe. Et du haut de ses plusieurs siècles d'existence, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appliqué à la lettre le dicton populaire « Tous les goûts sont dans la mature ». Et l'armature aussi, mais ça, on va passer là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a beaucoup voyagé à travers le monde. Elle a traversé les océans, elle a pris toute latitude avec les longitudes. Elle est allée au Québec, elle a pris un coup de jeune avec le bâton rouge en Louisiane. Et d'île en idylle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est frottée à une jeunesse comme on prend une crème anti-âge. Alors, de Fort-de-France à Ouagadougou, de Hanoï à Genève, à force de passer de la littérature au lit tour à tour, qu'est-ce qu'a fait la langue française ? Elle a mis plein de polichinelles dans le terroir. C'est ça, la francophonie. Plein de langues différentes qui, très très loin de la merveilleuse qui veille à Paris, ont pris leur liberté, ont fait l'éole buissonnière et ont créé, créolé, esquissé des mots et des mots exquis. Et du coup, on est très très libre. Nous, par exemple, les Belges, on ne parle pas comme les Français. Il y a un truc qui nous distingue, c'est qu'on n'arrive pas justement à distinguer les verbes savoir et pouvoir. Ça paraît débile, parce que c'est vrai qu'un Français vous dira quoi ? Je viens te voir. Si je Et le Belge, qu'est-ce qu'il va dire ?
Je vais savoir pouvoir venir te voir, tu sais. Donc déjà, bon, alors heureusement, mais comment ça se fait? Et là, je me retourne vers Monsieur Asquin, qui connaît un petit peu l'histoire de la Belgique. Je crois que c'est parce que la Belgique, elle est née comme ça. Un soir, les Belges sortent, en 1830, d'un opéra La Muette de Portici. Emportés par le chant lyrique, ils vont dans la rue, ils protestent, et la Belgique va naître plus tard. Mais ce soir-là, le Belge a pris le pouvoir sans le savoir. D'où confusion. Conclusion, je dirais que la francophonie, avec tous les mots qu'on entend au Québec, en Suisse, dans les îles, en Martinique, en Afrique francophone, tout ça, la vieille dame française, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dicte plus sa volonté, elle a quitté le syntaxe, et une dictée sans pivot, c'est pas grammatical. Oh! Bon, j'ai envie d'applaudir, vous nous mettez la pression là. Bruno Coppens, merci, merci. Et vous l'avez dit, notre français n'est pas tout à fait le français de France. Hervé Asquin, vous êtes là pour nous en parler. Qu'est-ce qu'il a, notre français, à la fin? Ah ben, il a beaucoup de particularités de langage qui tiennent un peu à notre histoire. Mais comme le disait notre ami Coppens, il y a la présence du néerlandais, la présence de l'allemand. Et puis, la Belgique n'est née qu'en 1830-31. Elle n'existe pas avant. Elle est toute jeune. Nous avons été autrichiens, espagnols, hollandais, bourguignons à certains moments. Donc, Socialistes, libéraux. Non, on n'est pas là pour ça, Bruno. On avait dit non. On avait dit non. donc vous avez un mélange de langues. Et puis, il faut savoir que Bruxelles, qui est devenue la capitale, était encore vers 1830-40, je parle exclusivement de la ville de Bruxelles, à majorité de population flamande. Et que donc, progressivement, il y a eu un phénomène de francisation, mais que le français a été perverti, vais-je dire, par toute une série d'expressions d'origine germanique. Allez, je vais prendre un exemple. Dringel, on sait ce que c'est On va un peut-être pourboire. expliquer quand même pour ceux qui nous Oui, regardent eh bien, ailleurs. donc, c'est le pourboire. Voilà. Mais d'où cela vient-il? Ça vient de faire son entrée dans certains dictionnaires de la langue française récemment. Enfin. Mais c'est un véritable belgicisme. Ben, ça vient de drinkgeld, qui est du flamand, ou trinkgeld, qui est de l'allemand. Voilà, un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, il y a des tas d'emprunts aux langues germaniques, mais vous avez des emprunts wallons. Allez, un mot que vous connaissez tous, sans savoir qu'il vient du wallon, spirou. Ah, Un Spirou. Qu'est-ce Un que c'est petit qu'un spirou en spirou, wallon? c'est C'est une un canaille. écureuil. Ah, d'accord, moi je crois que Et donc, c'est le gamin un peu nerveux, jouette, etc. Mais le spirou en wallon, c'est ça. Une autre expression très wallonne et très belge, pestélé. c'est râler, c'est plutôt C'est bruxellois. piétiner. Ah oui, piétiner. Oui, Mais d'ailleurs, ça je ne vient du savais pas. wallon, Oui. n'est-ce pas? Alors, prenons, c'est la rentrée universitaire, la rentrée des écoles. Ben, il y a des différences. En Belgique, une salle de cours, on dit c'est un auditoire. En France, on dit c'est un amphithéâtre. Un étudiant qui échoue, en Belgique, on dit il est busé. Il est mofflé. Il est mofflé ou il est busé. Oui, En bis. France, on dit il est recalé. Mais alors, je voudrais tout de même insister C'est sur un peut-être point. plus chic. Insister sur un point. C'est vrai que je crois que l'Académie française a eu le tort de vouloir corseter la langue, la rigidifier. Et que, heureusement, qu'il y a cette aération à laquelle il était fait allusion par Bruno voici quelques instants. Et la Belgique peut s'enorgueillir d'avoir les meilleurs grammairiens, n'est-ce pas? On oublie souvent, mais ils ont écrit non pas une bête grammaire de la langue française, le bon usage. Et nous avons un champion du monde, Maurice Grévis, Qui est qui, belge. dès les années 30, c'est la grande grammaire du français, j'allais dire internationale, utilisée par les traducteurs, par les enseignants. Le bon usage de Grévis, continué par son gendre, qui était lui-même professeur de linguistique en grégos. Vous avez un autre grand grammairien aujourd'hui, Marc Wilmé. Eh bien, ça fait 1800 pages. Mais, par exemple, déjà il y a 40 ou 50 ans, quelqu'un comme Grévis recommandait, par exemple, la féminisation Ah oui. des noms de professions, par exemple. Ça met du temps, quand et même. cafetière. Par exemple, Madame la ministre. Vous voyez, des expressions telles que celle-là. Ce qui était en parfaite opposition avec l'Académie française, qui lui a tout de même rendu hommage par la suite en lui délivrant un grand prix. Mais donc, c'est pour dire que, en ce qui concerne le français, son évolution, son rayonnement international, la Belgique a quelques champions à son palmarès.
Merci Hervé Asquin et Nabil Benyadir. Bien sûr, les mots bruxellois, hein, ça vous connaît. C'était dans votre film Les Barons. On va en parler. Et parmi les talents dont les Belges francophones peuvent être fiers, il y a bien évidemment le cinéma, avec des genres très différents, mais un adjectif commun, interpellant. Petite sélection de belges moments du 7e art. Le cinéma belge, Je t'en prie, Val. c'est d'abord André Delvaux. Dès les années 60, il fait sensation avec des films oniriques qui entraînent le spectateur dans un univers étrange, une sorte de no man's land à la limite du fantastique. Mais c'est avec Toto le héros de Jaco van Dormael qu'en 1991, le cinéma belge s'impose au niveau international. L'histoire de ce vieil homme qui se penche sur son enfance et s'interroge sur la vie qu'il n'a pas menée bouscule les codes de la narration et touche le cœur des gens. Sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. 1992, un autre ovni ébranle le paysage audiovisuel. C'est arrivé près de chez vous. Ce faux documentaire réalisé par 3 étudiants en cinéma révèle Benoît Poelvoorde. Il y incarne un improbable tueur en série, donneur de leçons. Un cocktail d'humour macabre devenu culte. Tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. 1999, les frères Dardenne remportent la Palme d'Or à Cannes avec Rosetta. Je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance. C'est la première Palme d'Or de l'histoire du cinéma belge et les frères n'en resteront pas là puisqu'ils en obtiennent une deuxième en 2005 pour L'Enfant. Entre-temps, d'autres noms se sont imposés comme Lucas Belvaux, Frédéric Fontaine, Stéphane Liberski, Joachim Lafosse, Bouli Lanners, Fabrice Duels et d'autres encore. Parmi les nouveaux venus, en 2009, Nabil Benyadir offre un regard plein de fraîcheur et d'humour sur la jeunesse oisive et l'immigration. Pour les barons, tout homme est envoyé sur Terre avec un nom bien précis de pas, différent pour chacun. Après avoir dépassé ce nombre, tu meurs. Ce que personne ne sait, c'est que chacun a son propre compteur et que chaque pas compte. Et nous, les barons, on le sait dès le départ. Salam les barons. Ça arrête qu'on est au chômage juste pour être comme nous, moi je vais vous dire. On est des barons. Les fameux barons de Nabil Benyadir qui est avec nous. Merci. Cathy, alors on parle de cinéma belge. On parle tout le temps de cinéma belge, mais finalement, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un dénominateur ou est-ce que ce sont simplement des Belges qui font du cinéma? J'aurais plutôt envie de répondre ça parce que quand on voit les frères Dardenne, Jaco van Dormael ou Nabil Benyadir... Ce sont des noms compliqués. Ouais, les noms belges. Mais que ce soit dans le ton, la forme ou les sujets abordés, il y a vraiment très très peu de points communs, si ce n'est peut-être l'envie de ne pas répondre forcément aux dictats du marketing, à faire forcément des blockbusters, et peut-être cette envie pour chaque auteur d'exprimer sa voix singulière. Alors je dirais que peut-être c'est la singularité de chaque cinéaste qui fait le cinéma belge. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent en tant que journaliste ou j'imagine en tant que cinéaste. Nabil, qu'est-ce que c'est le cinéma belge quand on travaille dedans? Je trouve que c'est tout sauf une industrie, justement. C'est vraiment des bricoleurs qui essaient de raconter leurs propres histoires. Et le point commun qu'il peut y avoir entre Jaco ou les frères Dardenne ou moi ou d'autres, c'est... On remet chaque fois notre ceinture en jeu, on essaye voilà, on veut pas faire du cinéma, mais on fait notre cinéma, quoi. Donc c'est ça, je sais pas s'ils se ressemblent, si ce n'est qu'on est belge et qu'on est francophone, quoi. Il y a quelque chose d'un peu particulier aussi dans le cinéma belge. Je sais qu'il est reconnu dans le monde entier. 2 Palmes d'Or pour les frères Dardenne. Tous ces films reviennent des festivals couverts de prix. Ils sont salués par la critique. Et en salle, il faut bien dire, les spectateurs ne sont pas forcément au rendez-vous. Comment on peut expliquer ce manque d'attrait du belge francophone pour son propre cinéma? Je sais pas, c'est vrai que c'est très très bizarre, même si y a quand même des épiphénomènes, des fois des films comme ça qui Les sortent. barons, par exemple. Les barons, par exemple. Mais non, vous savez, quand vous vous retrouvez face à des gros blockbusters américains qui racontent finalement la même chose, avec juste des acteurs différents, je pense que c'est important de garder cette exception culturelle qui fait qu'on se bat pour ramener des gens au cinéma et voir d'autres films. Mais
on n'est pas chauvin, on ne veut pas de stars, on est cool, voilà. Donc c'est un peu notre force qui devient un peu notre faiblesse. Je pourrais ajouter un mot? Allez. À mon avis, c'est parce qu'on n'est pas nationaliste aussi. On est trop humble. On est très ouvert, très humble. Aujourd'hui, on n'est Voilà. pas très humble, on n'arrête pas de dire ce qu'on fait. c'est bien. Mais globalement, il n'y a pas ce sentiment d'identité forte, voilà, qui joue parfois dans, je veux dire, dans le support à certaines activités théâtrales ou cinématographiques. Il faut vous la péter, Nabil, en fait. Mais il peut se la péter, Nabil, parce qu'il est l'un des seuls cinéastes belges francophones à avoir tourné un film autant en Wallonie qu'en Flandre, autant en français qu'en néerlandais. En plus, c'est un polar. C'est très rare, les films de genre dans le cinéma belge francophone. Alors, est-ce qu'on doit un peu se tourner vers nos voisins du Nord? Est-ce qu'il faut un peu prendre exemple sur ce qu'ils font? Ou bosser avec eux, en tout cas? Bosser avec eux, ouais, moi ouais, mais je pense qu'on doit aussi aller vers ce genre de film. On a toujours, nous, ce rapport au cinéma avec la réalité, côté très réel ou trop réel. Mais on ne doit pas oublier qu'on fait du cinéma de genre. Moi, j'essaye de toucher à tout. J'essaye de passer à un film en flamand et en français, à un film, à une comédie, mais Non, je pense qu'on est en train de, mine de rien, créer une identité qui est surréaliste. Hein. L'identité du cinéma belge francophone, il n'y en a pas. C'est là où il y en a. C'est ça notre identité. C'est ça notre identité. On ne sait pas dire, ça c'est un film belge. On sait dire, ça c'est un bon film. Et au niveau des acteurs aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par Paris pour être reconnu chez nous? Je pense à Benoît Poelvoort, Cécile de France, Émilie Dequesne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas chez nous à mettre en avant ces talents? Je sais pas, du côté flamand, ils ont ça, hein, ils ont ce côté superstar, dès qu'il y a une star flamande, c'est tapis rouge, etc. Mais on est humble, on n'est pas chauvin, encore une fois. Faut peut-être que ça reste comme ça, non, Cathy? On se la pète pas, c'est bizarre à dire, mais je pense que c'est ça qu'il faut garder, parce que ça reste comme ça quelque chose d'assez exceptionnel, à l'heure où le cinéma, où j'attaque aucun cinéma particulier, mais quand vous allez des fois voir des comédies françaises, les affiches des comédies françaises se ressemblent tous. C'est toujours les mêmes comédiens, les scénarios sont les mêmes. Il ne faut pas en arriver là, sinon on va faire du Dafalgan, quoi. Merci Nabil Benyadir, merci Cathy Melen, Hervé Ascar et Bruno Coppens qui étiez nos premiers invités de cette étape belge du Tour du monde de la francophonie, un autre domaine où la Belgique francophone notamment se distingue. On est chauvin aujourd'hui. Ce sont les sciences, les inventions labellisées belges sont nombreuses et ne datent pas d'hier. Au XVIe siècle déjà, le médecin bruxellois André Vézal révolutionne la science anatomique en écumant les cimetières. Il faut dire qu'à l'époque, l'Église interdit les dissections humaines. Alors, Vézal agit en hors-la-loi et déterre des cadavres pour pratiquer lui-même des dissections. Résultat, le traité d'anatomie qu'il publie est toujours une référence dans le monde médical. 3 siècles plus tard, c'est un apprenti menuisier wallon qui marque l'histoire dans un domaine qui n'a rien à voir avec le bois. Pour tout dire, Zénobe Gramme est fasciné par les phénomènes électriques. En pur autodidacte, il invente alors la dynamo qui permettra de produire de l'électricité à l'échelle industrielle. Lui, c'est Ernest Solvay, le père de la chimie belge, dont les usines sont aujourd'hui implantées dans le monde entier. Mais le génie de Solvay, c'est aussi d'avoir attiré à Bruxelles toutes les sommités de l'époque, comme Einstein ou Marie Curie. Les congrès Solvay deviendront the place to be en matière de transmission des nouvelles idées scientifiques. Ce n'est donc sans doute pas pour rien que la Belgique compte 11 prix Nobel. Épinglons Christian Deduve, Nobel de médecine en 1974. Le professeur Ilya Prigogine qui reçoit le prix Nobel de chimie en 1977. Sans oublier, plus récemment, François Englert, Nobel de physique en 2013 avec Peter Higgs pour le fameux boson de Higgs. Les scientifiques belges sont aussi très impliqués dans la défense de l'environnement. Un exemple, la station polaire Princesse Elisabeth, initiée par l'explorateur Alain Hubert. Cette base zéro émission étudie les conditions en Antarctique et les changements climatiques. Et si les scientifiques belges ont les pieds sur terre, ils ont aussi la tête dans les étoiles. 2 Belges, Dirk Friemuth et Frank de Wien, ont déjà eu le privilège d'aller dans l'espace. L'astrophysicien Michael Gillon et ses collègues de l'Université de Liège se sont même projetés au-delà de notre système solaire en repérant 7 exoplanètes. Une découverte qui ouvre de nouveaux horizons et remet en question pas mal de certitudes. Nous ont rejoint sur ce plateau du Tour du monde de la francophonie à la Belge 3 nouveaux invités.
Notre consoeur Joanne Montet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes rédactrice en chef du service politique à l'RTBF. C'est ça. Vous allez avoir la lourde tâche de nous expliquer enfin le fonctionnement de ce pays où la langue française, on l'a dit, n'est pas toute seule. Bonjour Joanne, merci d'être là. Il est presque français, mais il est toujours belge. C'est surtout l'un de nos dessinateurs les plus spirituels, le papa du chat, bien évidemment, Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Élodie et bonjour au monde entier qui nous Quand regarde. il nous regarde, ça met un peu la pression. Et alors, vous, ça vous fait pas peur, le monde entier, puisque vous avez la tête dans les étoiles, on vient de vous le voir dans le magnéto. Michael Gillon, profession, découvreur de planètes. Ça le fait, vous êtes en réalité le vrai terme, bonjour déjà, c'est astrophysicien. Vous faites partie de l'équipe qui a découvert 4 nouvelles exoplanètes, donc 7 au total pour être précise. Alors ça veut dire que déjà la Belgique rayonne au-delà du monde, hein, elle rayonne carrément dans l'univers, on continue d'être chauvin. Mais surtout pour ceux qui, comme moi, sont un petit peu novices en matière d'astrophysique, ça veut dire quoi une exoplanète? Une exoplanète, c'est une planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, par exemple, notre galaxie, c'est l'ensemble d'étoiles dans lesquelles le Soleil se trouve. Elle compte 300 milliards d'étoiles. C'est beaucoup. Oui, et maintenant, on commence à comprendre qu'elles ont toutes plus ou moins des planètes. Donc, c'est un phénomène assez fréquent à l'échelle de l'univers. Et vous faisiez partie de ce fameux projet qui s'appelait TRAPPIST, en fait, qui a fait parler de lui, évidemment, avec ce nom. C'est ça, oui. Donc, bien choisi, hein. L'objectif de ce nom, c'était vraiment de donner un petit clin d'œil à l'origine belge du projet, en le cachant derrière un acronyme assez compliqué, qui veut dire qu'en gros, on cherche des exoplanètes et on étudie des comètes. Mais un nom qui nous ressemble. Philippe? Oui, non, quand vous avez cité ce chiffre de 300 millions Milliards. 300 milliards c'est 300 milliards de soleils. Et autour de ces, il y a à chaque fois plusieurs planètes qui tournent. C'est vertigineux. Et surtout des planètes habitables. C'est l'objectif. Possiblement habitables. C'est notre objectif, c'est d'essayer de trouver des planètes qui pourraient abriter la vie. On commence par chercher des planètes qui pourraient abriter de l'eau liquide à leur surface, parce que toutes les formes de vie sur Terre ont besoin d'eau liquide, donc on se base sur ce qu'on connaît. Et puis on espère pouvoir en étudier quelques-unes et trouver peut-être des traces chimiques de vie dans leur atmosphère. Mais on est encore loin d'aller là et de pouvoir étudier ces formes de vie de près. Oui, j'allais vous demander, en fait, est-ce qu'on est proche de cette découverte de nos fameux voisins de l'espace? En étant assez optimiste, je pense que si la vie est fréquente dans les galaxies, oui, on pourrait la détecter d'ici 10, 20 ans. Oui, j'allais dire, donc notre génération, oui. Oui, on pourrait connaître ça très prochainement. Si par contre la vie est très très rare, parce qu'on n'en sait rien, alors il faudra peut-être attendre quelques siècles et là, je pense qu'on ne sera plus là pour le voir. Mais en tout cas, c'est une possibilité technologique. Maintenant, on arrive vraiment à l'aube de la capacité de détecter cette vie ailleurs dans l'univers, autour d'une autre étoile. Donc vous faites un métier totalement excitant. Ah oui, je ne dis pas le contraire. L'astrophysique, comme ça, on se dit, oulala, c'est compliqué. En fait, non, c'est la vraie question qu'on se pose toujours. Vous y croyez, vous, Philippe Gueluc, à la vie sur d'autres planètes? À moi, sans avoir fait aucune recherche, j'en suis persuadé. Il est évident, on serait très très prétentieux d'imaginer qu'on est les seuls êtres vivants dans cette immensité. Vous n'allez pas me contredire, notre galaxie c'est une chose, mais il y a d'autres galaxies aussi. Donc voilà, quand on parle d'infini, on est proche du chiffre exact. Évidemment qu'il y a de la vie ailleurs. Ce qui me trouble simplement, c'est de me dire que les distances sont tellement longues que comment saurons-nous qu'une rencontre avec des êtres vivants d'une autre planète risque de prendre beaucoup de temps. Ils nous cherchent peut-être déjà, eux. Mais non, s'ils étaient si malins que ça, ils nous auraient peut-être déjà trouvés. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas nous chercher. Peut-être qu'ils nous ont déjà découvert. Peut-être qu'ils sont très très malins et qu'ils ne veulent pas nous chercher. Et là, leur intelligence supérieure en est une véritable preuve. Mais cela dit, je pense vraiment que la Belgique est une exoplanète en soi, sur la Terre. Moi, j'étais en train de me dire, vous imaginez jusqu'où il faudra pousser la portée de TV5 Univers? Oui, TV5 Univers. Ah, ça peut être pas mal. On n'a pas peur, c'est un appel qu'on lance. En tout cas, les Belges sont prêts, vous l'avez compris. Et il n'est pas nécessaire de regarder la Belgique depuis un satellite pour qu'elle nous paraisse parfois un petit peu étrange. Même à nous, elle nous paraît certains jours très mystérieuse. Petit pays, grande complication. Vous me voyez arriver, Joanne, ça va être à votre tour. Mais oui. Alors, pour ceux qui nous regardent de n'importe où dans le monde, on va reprendre depuis le début, mais je pense que d'ailleurs, ça va être assez utile, même pour les Belges qui nous regardent.
Si on devait faire la fiche signalétique, Joanne Montet, de la Belgique sur les réseaux sociaux, on dirait non, Belgique évidemment, sexe féminin, âge 187 ans, situation personnelle. Alors c'est compliqué, on dit la situation personnelle, c'est comme ça qu'on dit, hein. Mais en même temps c'est logique. La Belgique, elle est née en 1830, donc ça lui fait 187 ans. Et si elle devait afficher les photos de moments de sa vie, les photos de ses 6 liftings, hein, on verrait ces photos, car en fait elle a déjà vécu 6 réformes de l'État. Et je peux vous dire que c'est pas fini, sans doute. Bon, c'est peut-être pas très optimiste, mais pourquoi directement on n'a pas trouvé une formule qui convenait à tout le monde? Tout simplement parce qu'on cohabite. Hein, il n'y a pas que des francophones en Belgique. Il y a des flamands, des wallons, des bruxellois et des germanophones. Et chacun veut faire de plus en plus lui-même les choses qui sont importantes pour lui. Donc mener ses propres politiques. Il y a des choses qu'on fait encore tous ensemble de la même façon, avec un gouvernement fédéral, un parlement fédéral. Mais de plus en plus de choses que chacun veut faire tout seul à sa façon. Donc ça, évidemment, c'est la théorie très synthétisée. Comment ça marche? On commence par la langue, ça on comprend. Hein. Alors, en Belgique, on parle le français au sud, en Wallonie. Bonjour. Et la preuve. Le néerlandais au nord, en Flandre. Il doit dire... Goeiedag. Goeiedag, hein, vous remarquez l'accent. Et l'allemand à l'est. Guten Tag. Un peu plus lent, hein. Guten Tag. Ouais, non, et au milieu, prends le à temps. Bruxelles, eh bien, on parle le français et le néerlandais. Disons qu'il y a environ 90% de gens qui parlent le français, c'est un minimum. C'est une région bilingue. Oui, parce que les régions, évidemment, sinon ce serait trop facile, ne correspondent pas forcément aux langues. Mais oui, il y a 3 régions. Hein. Vous avez la région wallonne, la région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la petite zone en bleu clair là au milieu. Alors les régions mènent chacune leur propre politique dans des domaines qui sont de plus en plus variés. Par exemple, chacune va vouloir s'attaquer à sa manière au problème des bouchons sur les routes, un problème que tout le monde connaît, l'environnement aussi, ou au problème du chômage. Ça vous paraît peut-être compliqué, mais nous, en Belgique, on maîtrise ça, mais c'est très facile, tout est limpide. Et évidemment, les politiques ne s'arrêtent pas aux frontières des régions. Alors, on a inventé un truc. On est inventif en Belgique. On a inventé les communautés. Qu'est-ce que c'est que ça, les communautés? Eh bien, ce sont des institutions qui s'occupent de toutes les politiques qui ne s'arrêtent pas aux frontières d'une région, mais qui concernent vraiment tous les gens qui parlent la même langue. Et elles font quoi, ces communautés? Eh bien, elles vont s'occuper, par exemple, de l'enseignement, elles vont s'occuper de la culture ou bien de l'enfance. Donc, on a 3 communautés en Belgique. Hein? Vous suivez toujours? Non, mais Oui, mais si, bien sûr, on maîtrise. On a peut-être besoin du dessin, c'est bien d'avoir le dessin. Le professeur Tournesol a décroché depuis 3 plusieurs régions, minutes déjà. maintenant 3 communautés. Vous avez la communauté flamande qui s'occupe de qui? Eh bien, des Flamands de Flandre, mais aussi de ceux qui parlent le néerlandais à Bruxelles, puisque ça vous avez retenu. Oui. Hein? Vous avez la communauté française, qu'on appelle aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme ça, on comprend que ce n'est pas une colonie de Français en Belgique. Hein, elle s'occupe des francophones de Wallonie, mais aussi de ceux de Bruxelles. Bravo, je vois que vous suivez. Et puis vous avez la communauté germanophone qui s'occupe de ceux qui parlent allemand, donc à l'est du pays. Bon. Oui, Joanne, ça me paraît très clair. Vous connaissez ce proverbe qui dit, si tu essayes d'expliquer, comme l'a fait Joanne, les institutions belges à un étranger et qu'il comprend, c'est que tu as mal expliqué. On va voir, on va faire un petit Mais là, sondage je pense, grâce à vous, Joanne, que tout le monde a suivi. Et bien évidemment, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que tout le monde s'entend très bien, jamais de problème. Ouais, là, je pense que vous êtes un peu optimiste. Il y a des frictions, il y a des tensions, il y a souvent des Chut, le problèmes. monde nous regarde. Oui, le monde nous regarde. Mais bon, on est un pays en paix. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est sans doute aussi parce qu'on s'adapte souvent et qu'on a beaucoup de lieux de discussion. Voilà. Et on applaudit Joanne Montet pour ce brillant exposé. Philippe Geluck, tout ça, au moins, le mérite, on imagine, d'inspirer les humoristes. On ne va pas se plaindre. Bien sûr, ça stimule beaucoup les dessinateurs politiques, comme les excellents confrères dont le chef de file est Kroll et qui dessinent sur l'actualité. Moi, vous savez, je dessine sur des choses plus larges. Je suis un petit peu dans les étoiles comme vous, sur des choses qui seront, j'espère, pérennes et des soucis humains, des soucis relationnels qui sont plus profonds. Là, j'avais fait un dessin, c'est la Belgique qui se divise. Et il coupe donc notre comment dire, on appelle notre slogan, non c'est pas le slogan, les armes de la Belgique, c'est l'union. La devise. L'union fait la force. Et donc lui, il les coupe en 2 et il dit, en plus, ils vont se chamailler pour savoir qui va garder chaque moitié du panneau. Ah oui, et ça m'a toujours fait rire que l'union fait la force soit la devise de la Belgique. C'est surréaliste. Et c'est un objectif à suivre. Oui, mais c'était un but, c'était vertueux au départ, mais on fait tout le contraire, évidemment. Et on pourrait allonger la devise en disant l'union fait la force.
surtout d'un des deux. Et il y a votre chat aussi qui s'est exprimé à ce sujet. Je dirais que les nationalistes flamands avaient pris le pouvoir en Belgique et obligé Gueluc à ne me dessiner plus que comme ça. Voilà, en flamant rose. Et c'est un dessin gentil. On a choisi un dessin gentil, hein, parce que vous êtes un petit peu plus acerbe. Merci. Mais à votre avis, ce serait quoi la solution ? Alors, la solution serait qu'on arrête avec tout ça, avec ces querelles, qu'on fasse la paix, parce que ce sont des querelles qui remontent pour certaines à plus de 100 ans, et qu'on arrive à être un petit peu... un peu zen. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Il y a eu l'apartheid, et puis ils sont passés au-delà, et puis de faire une sorte de réconciliation nationale, d'apprendre les deux langues dans toutes les écoles du pays. Moi, je milite pour ça. Je trouve que les Wallons devraient savoir parler flamand, et le contraire. C'est de moins en moins le cas, en plus. Il faudrait que l'on s'intéresse à la culture de l'autre. Tout est dans l'ouverture à l'autre. On le sait au niveau religieux, au niveau mondial, des communautés qui se déchirent, et nous donnons un exemple pitoyable. Nous sommes un petit pays situé dans un endroit idyllique. On est quand même toujours là. Géographiquement, bien sûr. Non, mais nous existons malgré ça, j'allais dire. Nous sommes une petite terre d'héroïsme, comme on disait, dans un endroit idyllique. On a un climat qui est tempéré, on a de la pluie. Heureusement, l'eau, c'est l'or de demain. Et nous pourrions être un exemple pour la planète entière, en ayant des vertus écologiques, en ayant des vertus sociales, en mettant en œuvre des plans qui, sur un aussi petit territoire, pourraient se réaliser. Et au lieu de ça, on fait les cons. C'est pour ça qu'on nous admire aussi, parce qu'on le fait avec un certain panache et en faisant rire tout le monde. Au moins, nous avons cette vertu. On a l'humour belge. Mais quand on regarde ça de tout au-dessus, Michaël Gillon, ça n'aide pas à prendre un peu de recul et à se dire finalement nos problèmes ne sont pas des problèmes. Bon, déjà, l'astrophysique me semble bien plus simple que les institutions belges. Ah bon? Et en effet, quand on se tourne vers l'univers, tous ces problèmes locaux, même au niveau du monde, hein, cette histoire de Corée du Nord, etc., tout ça semble tellement un peu absurde. On est tous on a la même boule de roche qui tourne autour du Soleil, et puis il faut qu'on apprenne à coexister. Mais je pense qu'on est une jeune civilisation. J'espère que dans l'univers, il y a beaucoup de civilisations qui sont beaucoup plus développées que nous, qui ont passé ce cap critique. Prenons de la hauteur. Merci Michaël Gillon, Joanne Montet, Philippe Gueluc d'avoir été avec nous pour cette escale belge du tour du monde de la francophonie. Qui dit langue dit bien sûr culture, un domaine dont vous êtes un de nos dignes représentants, Philippe Gueluc. Mais pas que, il n'y a pas que vous, désolé. C'était très difficile de choisir quelques noms à épingler pour vous. On l'a fait quand même en commençant bien évidemment par la bande dessinée. En Belgique, la BD est considérée depuis longtemps comme le 9e art. Elle s'impose dès les années 20 avec Hergé et son personnage de Tintin, des albums traduits aujourd'hui dans le monde entier. Mais la BD belge regorge de personnages emblématiques comme Spirou, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Bully Bill, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Torgal, Natacha, Yoko Tsuno et bien d'autres. La culture belge, c'est bien sûr aussi la peinture, avec, parmi ses figures marquantes, René Magritte. Quand Magritte peint la trahison des images dans les années 20, il perturbe le spectateur et s'inscrit dans le mouvement surréaliste. Ceci n'est pas une pipe. Moi, je ne vois rien de paradoxal dans cette image, car l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Toute sa vie, Magritte tentera de démontrer que la réalité n'est pas ce qu'on voit, et de cette obsession naîtra une œuvre poétique et mystérieuse qui touche toujours le public. Avec Georges Simenon, le roman policier se hisse au rang de la littérature. Passé maître dans l'art du suspense, l'écrivain dévoile le côté noir de l'âme humaine. Ses scénarios sont implacables et son personnage le plus populaire, Maigret, est souvent revisité à l'écran. Inspecteur Philibert, commissaire Maigret. Enchanté, commissaire. Petite info en passant, Amélie Nothomb, autre écrivain belge très populaire, occupe aujourd'hui le siège de Georges Simenon à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Quand Franco Dragon décide de décrocher la lune à la Louvière, il ouvre la voie à une aventure internationale. Ces spectacles magiques séduiront même Céline Dion, qui viendra à la Louvière pour se faire tailler un show sur mesure. Aujourd'hui, les productions Dragon offrent du rêve à grande échelle et sont même implantées à Las Vegas. La musique classique rayonne aussi à travers le monde grâce au concours Reine Elisabeth, un tremplin incroyable pour les jeunes virtuoses qui se déplacent de toute la planète pour y participer. Cette compétition prestigieuse, qui ouvrait cette année sa première édition consacrée au violoncelle, a vu le jour en 1937 avec le violoniste Eugène Ysaÿe et la reine Elisabeth.
Que serait la chanson sans la déferlante Jacques Brel et ses images qui vous marquent au fer rouge? Un petit pas de piquante. Des mots d'une telle intensité qu'ils imprègnent encore les jeunes, comme Stromae, même présent sur scène, même façon de ciseler des histoires et d'incarner jusqu'à la moelle ces personnages. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh petite, ah pardon, petit. Ils nous ont rejoints et ils sont formidables eux aussi. Ce sont les invités qui sont désormais sur ce plateau du Tour du monde de la francophonie, étape belge. Il est flamand, mais il chante le français comme personne. C'est Arnaud. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Gérald Wathelet. Bonjour Gérald, un collègue. Dans votre émission emblématique, c'est du belge, l'émission Prestige de la RTBF, vous parlez du beau et du bon. Et pour parler de beau, de bon et de talent belge francophone, votre coup de cœur est le chocolatier Benoît Nian. Bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, on sait que vous êtes un épicurien. Le chocolat, alors je peux vous dire que ça sent super bon. C'est même un peu énervant. Le chocolat, ça vous parle, j'imagine? Mais je suis pas très chocolat. Vous n'êtes pas très chocolat. OK, on va déplacer les plateaux de chocolat vers Gérald. Mais ce n'est pas grave, Arnaud, puisque vous n'êtes pas là forcément pour nous parler de chocolat, mais pour nous parler d'une forme de belgitude. Vous êtes né à Ostende, mais vous vivez à Bruxelles. Le français n'est pas votre langue maternelle, mais vous adorez le chanter. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi. Mais d'abord, on va vous écouter dans votre chanson Je veux vivre, tiré de votre dernier album Human Incognito. Et je vous invite à rejoindre vos musiciens qui nous font le plaisir d'être là aussi. Merci, messieurs. Bon, alors pendant qu'Arnaud va s'installer, Benoît Nian, peut-être qu'il n'est pas très chocolat, mais peut-être que vous êtes très Arnaud. Oui, c'est vrai que c'est un... Je peux vous venger, non, pas du tout. C'est un personnage qui a bercé mon enfance. C'est vrai qu'il incarne la belgitude, son accent, le fait qu'il chante en plusieurs langues. Voilà, c'est quelqu'un qui compte en Belgique. Voilà, pour la culture belge, Arnaud, vous me semblez déjà prêt? On y va? Je veux vivre par Arnaud. Je veux vivre dans un monde sans jalousie, sans amant, et où les pessimistes sont contents. Je veux vivre dans un monde sans papier, et où mon foie arrête pleurer. Je veux vivre dans un monde sans pilule, et où les riches et les pauvres n'existent plus. Je veux vivre dans un monde où les chiens embrassent les chats, et où ils dansent une rumba. Je veux vivre dans un monde où les malheureux sont heureux. Je veux vivre dans un monde où Dieu, il est amoureux. Je veux vivre dans un monde sans chichi, et où les cons font pas du bruit. Je veux voler très haut, libre comme un poisson dans l'eau.
dans ma bouche. Pas de mots. Je veux vivre dans un monde sans cholestérol, avec une overdose de rock and roll. Je veux vivre dans un monde où on ne doit pas chercher la beauté, chercher la vérité. Bravo Arnaud, merci. Je veux vivre, un titre qu'on retrouve sur l'album Human Incognito. Je vous invite à nous rejoindre. Arnaud, votre album sorti en 2016 et nous, on veut vivre la belgitude comme vous. Arnaud, alors c'est peut-être le moment de nous dire pourquoi vous aimez chanter en français. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah écoute, moi je suis inspiré par les gens autour de moi. Donc j'écris des chansons grâce à des gens autour de moi. Et moi j'habite dans un pays, Belgique, et on parle, et en plus j'habite à Bruxelles, le centre d'Europe, et on parle 4 langues ici minimum. Je suis confronté avec toutes les langues ici. Et quand on dort avec un chien, on attrape ses puces. Tu vois le bazar. J'espérais bien que vous me fassiez une petite métaphore. Et je suis influencé par... Donc ce sont les gens autour de moi qui m'inspirent. Qu'est-ce qu'il dit, comment... Qu'est-ce qu'il fait, même avec leur corps, avec tout le bazar, et ça m'inspire, quoi. Et ma grand-mère, donc sa mère, c'est une Française, et son père, un Anglais. Donc dans ma famille, on a 4 nationalités. Donc c'est toutes ces influences dont on parlait tout à l'heure. Et je suis né à Ostende, et dans le temps, Ostende, les rues sont été en 2 langues, français et flamand, quoi, irlandais. Donc, je suis un Belge, allez, circuler. Un vrai Belge, et avant tout un Européen, évidemment. Je suis un Européen en plus, donc Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et je dis toujours, donc Bruxelles, à 50 km au sud, on est dans un autre pays. À 50 km au nord, on est dans un autre pays. Et je prends le train de Bruxelles. Pour aller à Paris, c'est 1h20. Et pour aller à Londres, le centre de Londres, c'est 1h50, quoi. Et je dis, quand je fais pipi au sud, Paris est mouillé. Et quand je fais pipi au nord, Amsterdam est mouillé. Hein? Là, il faut se rappeler qu'on est tout petit. Ah bah, comme un pisse, il n'a pas le prostate, lui. Hein. Vous la trouvez belle, cette langue française? Vous allez me dire non, peut-être. Vous n'aimez pas le chocolat, peut-être? La langue française, c'est... écoute, moi, je suis confronté dans ma famille... J'ai un fils qui est né en France. Donc, je suis confronté avec tout ce bazar. Hein. Donc, c'est naturel pour vous? Parce que moi, j'ai pas de frontières. Je suis ouvert comme une vieille pute. Non, mais c'est vrai, en plus. Merci Arnaud. Je ne suis pas mécontente qu'on vous ait invité sur ce plateau. Ça permet de rythmer un petit peu l'ensemble. Et c'est vrai que ça pourrait paraître étonnant d'inviter un chanteur d'origine flamande dans cette émission sur la francophonie. Mais Arnaud, c'est toute la Belgique, Gérald. Absolument. C'est comme du chocolat, même s'il n'en aime pas. Moi, je suis sûre qu'il va goûter. C'est absolument irrésistible. Hein. D'ailleurs, on ne va plus tenir très longtemps. Alors, Arnaud, vous habitez à Bruxelles dans un quartier emblématique de la mode, le quartier Dansard, on n'a pas le cité. La mode et la gastronomie sont 2 autres domaines de prédilection belges, 2 domaines parfois liés. Depuis les années 80, lorsqu'Olivier Strelly lance sa première collection à Paris et que les 6 d'Anvers imposent leur style minimaliste, la mode belge ne cesse de révéler des talents. Il faut dire que notre pays compte plusieurs écoles de stylisme réputées, l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers ou la Cambre à Bruxelles par exemple. Une mode où coexistent des enseignes inaltérables comme la maison Nathan. Sa figure de proue, le couturier Édouard Vermeulen, a d'ailleurs pour habitude d'habiller les têtes couronnées et vient d'être anobli par le roi.
C'est aussi en Belgique que vit Elvis Pompilio, le plus exubérant des chapeliers. Les stars du monde entier, comme Axel Red ou Madonna, s'arrachent ces couvre-chefs particulièrement originaux. Des créations qui ne manquent pas d'humour et rendent hommage au plat pays, comme en témoigne ce chapeau moule. La mode belge, c'est aussi le liégeois Jean-Paul L'Espagnard, qui, de défilé en défilé, raconte des histoires en télescopant les styles. Il a même dessiné des emballages d'œufs colorés pour une célèbre marque de chocolat. Le Belge, c'est bien connu, est à la fois gourmet et gourmand. La frite et la bière nationale sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO et les chefs étoilés brillent largement dans notre ciel. Le Comme chez soi, ambassadeur de la gastronomie belge, dirigé aujourd'hui par Lionel Rigolet, reste un des incontournables de la capitale, aux côtés de personnalités comme Christophe Hardiquet du restaurant Bonbon, Pascal de Valkener du Chalet de la Forêt ou encore Alexandre Dionisio de la Villa in the Sky. Les étoilés wallons se sont unis pour promouvoir leur gastronomie. Le collectif Génération W compte par exemple le très innovant Sang-Hoon de Gimbre de l'Air du Temps, le Namurois Pierre Résimond et sa carte à la fois simple et raffinée, ou encore Arabelle Merlan qui impose avec douceur sa cuisine intuitive. À propos de douceur, quoi de mieux que le chocolat? Et les chocolatiers belges sont particulièrement imaginatifs. En témoignent les créations de Benoît Niant, de véritables petits bijoux réalisés au départ des meilleures fèves de cacao récoltées à l'autre bout de la planète. Là, pour parler gastronomie à la belge, on avait le choix entre les frites ou le chocolat. À ce heure-ci, on a quand même choisi le chocolat, et pas n'importe quel chocolat. Un chocolat haute couture, n'est-ce pas? Gérald Wathelet, Benoît Niant est votre coup de cœur. Je vous laisse la main. Ben oui, c'est un coup de cœur parce que bon, il y a déjà deux choses chez lui qui m'interpellent. C'est le chocolat, bien sûr, et puis il y a le mot haute couture. Comme j'étais dans la mode longtemps, tout ce qui est haut, c'est-à-dire de qualité, je trouve que c'est très important, et certainement pour l'image d'un pays et de notre pays comme la Belgique. Et je trouve que Benoît remplit le contrat à fond. Et il y a une chose que j'aimerais lui demander, évidemment. Vous ne vous contentez pas juste d'acheter des fèves de cacao. Vous allez les planter. Oui, c'est juste. Nous avons, depuis l'année passée, nos propres terres au Pérou, dans des endroits où le commerce était impossible parce que c'était les narcotrafiquants qui régnaient en maître. Et puis avec l'aide du gouvernement péruvien, on peut remettre en état des vieux arbres, des vieux terroirs, des vieux cépages. Vous êtes cacao févier? Exactement. Oui, c'est très rare. C'est un néologisme, il ne faut pas chercher le mot au dictionnaire, mais ça désigne effectivement les chocolatiers qui fabriquent le chocolat à partir de la fève de cacao. Donc ça n'existe pas dans le dictionnaire français? Non. Voilà, c'est foutu, ça c'est pas bien. Mais non, je trouve que c'est formidable parce qu'en plus vous aidez les gens sur place. Oui, c'est-à-dire que c'est un commerce, on achète les fèves en direct chez le planteur, à un prix qui n'est pas déterminé par la bourse de Londres ou de New York. C'est un prix qui est de 6 à 12 fois supérieur au cours de bourse et qui permet aux planteurs de garder ses anciens arbres et donc les arbres qui donnent le meilleur goût aux fèves et donc au chocolat, et qui permet évidemment qui permet aux chocolatiers d'avoir la fierté de travailler avec des planteurs qui sont rémunérés dignement. Les personnes qui travaillent dans les plantations ont accès à l'eau courante et à l'électricité dans leur habitation, ce qui est très rare. Derrière ce chocolat, il y a une démarche sociale. Absolument. Une vraie volonté d'aider des gens. Mais comment vous est venue cette idée de partir? Parce que c'est au Pérou, à la porte à côté, on n'y va pas tous les week-ends pour aller vérifier les plantations. Non. Comment s'organise-t-on? Comment travaille-t-on? C'est un concours de circonstances. En fait, j'ai été la première fois invité par le gouvernement péruvien à visiter un certain nombre de plantations et de régions qui produisent le cacao. Et puis la rencontre avec les gens sur place s'est passée de manière incroyable. Et puis Et donc les Péruviens savent que le chocolat belge est très bon. Si vous ont contacté, c'est que la Belgique a une aura là-bas et de bons faiseurs. Et oui, effectivement, le chocolat belge est très réputé, je crois, partout dans le monde. Le cacao péruvien est un cacao qui n'est pas encore connu. Et le gouvernement péruvien veut faire en sorte qu'il le soit via le travail des chocolatiers artisanaux dans différents endroits du monde. Et vous êtes le seul à avoir eu cette démarche d'aller planter vous-même À ma connaissance, oui. Maintenant, je ne prétends pas connaître tout, mais c'est effectivement très rare parce que acheter des terres dans un pays en voie de développement, c'est aussi prendre le risque que celui qui vend n'est pas réellement le propriétaire. Alors, on va dire ça, c'est les coulisses, et puis on revient en Belgique et c'est là que vous fabriquez. Et vous utilisez quel type de manière de travailler, quelle tradition?
En fait, on utilise des fèves qui viennent de petites plantations et ces fèves ne sont jamais mélangées entre elles durant les fabrications. Donc on offre des chocolats de terroir, des grands crus de chocolat et on transforme ces fèves dans des vieilles machines. On travaille avec un torréfacteur des années 50, on a un broyeur du 19e siècle. Et donc on fait tout à l'ancienne pour faire ressortir l'ensemble des arômes. Moi j'ai une question avec une transition un peu lourde, il est vrai. Est-ce que vous utilisez du poivre de Cayenne, Benoît Nian? Pas encore, non. Eh bien c'est dommage parce que c'est à Cayenne qu'on va passer le relais à présent, passer le flambeau pour ce tour du monde de la francophonie. Merci à vous de nous avoir suivis où que vous soyez. On rejoint Leïla Chérubin-Jeannette qui va prendre donc le relais. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités qui sont venus sur ce plateau. Merci Gérald Wathelet, merci Benoît Nian, merci Arnaud, Philippe Gueluc, Nabil Benadir qui était là tout à l'heure. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette étape belge du Tour du monde de la francophonie. Bon relais à tous, vive la francophonie. À très bientôt en Belgique ou ailleurs.